MEDEF et ce soir, juste pour vous, j'aurai le plaisir de me muer en animateur. Donc vous voyez, comme ça il faut être multitasking dans notre organisation. Et surtout, je suis très heureux d'animer cette soirée Green Tech. Alors c'est une soirée qu'on a déjà organisée par le passé. Hein. C'est la 4e soirée tech qu'on organise au niveau du MEDEF. Peut-être certains d'entre vous ont suivi les soirées MedTech, Legal Tech et EdTech précédemment. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la transition écologique et surtout l'entrepreneuriat vivace de nos acteurs dans cette thématique-là. Donc on va mettre en lumière aujourd'hui les solutions proposées par 12 startups, 3 x 4. Et c'est des startups qui viennent de toute la France. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de les rencontrer à l'issue de cette cérémonie, puisque vous l'avez peut-être vu en arrivant, à l'étage se tiennent des kakémonos, et donc vous pourrez tout à fait échanger avec eux. Vous les repérerez facilement, ils possèdent un badge rouge, enfin un tour de cou rouge. Mémorisez aussi le nom de ces startups, parce que vous avez peut-être vu que vous avez un flyer devant vous avec leur nom. Alors on vous demandera à la toute fin de cette soirée, donc c'est une invitation aussi pour que vous restiez tous et tous le plus nombreux possible jusqu'au bout, pour élire finalement la startup qui a été votre coup de cœur. Donc vous le verrez, vous aurez la possibilité de voter avec un QR code à la fin de notre événement. Mais pour pouvoir voter avec un QR code, encore faut-il être connecté au réseau, et donc je terminerai mes annonces techniques là-dessus. Vous voyez derrière moi s'afficher le code du Wi-Fi de la FFB. Donc prenez-le en photo, mémorisez-le, rentrez-le, parce que je ne suis pas certain qu'on le représentera par la suite de la soirée. En tout cas, ça vous permettra de pouvoir voter tout à l'heure. Avant peut-être d'accueillir nos startups pour leur pitch, on va avoir le plaisir d'accueillir nos 2 présidents, donc Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, Patrick Martin, président du Mouvement des entreprises de France. Et je vais d'ailleurs tout de suite proposer à Olivier Saleron de nous rejoindre sur scène. Cher Olivier, bienvenue chez vous. Merci beaucoup au MEDEF et à toutes ces commissions d'avoir investi la FFB une nouvelle fois. Moi, Patrick Martin, je crois qu'il vient 3 ou 4 fois par jour. Non, j'exagère, à la FFB. Mais je préfère le dire plein de fois, on est tellement bien, voilà. Sachez qu'il faudra revenir très, très vite parce que nous allons casser cet amphithéâtre dans 1 semaine et demie. Évidemment, pour rénover tout ça, il y aura toute la technologie, etc., la tech et tout, voilà, pour faire honneur à la grande famille de la FFB. En tout cas, merci de votre présence, aussi nombreux, effectivement, pour ce bel événement. C'est un événement qui est très connecté au bâtiment, parce que la Green Tech, bien sûr, l'industrie, mais l'industrie du bâtiment, l'industrie de la grande filière de la construction. Vous savez qu'on est très investi depuis plusieurs années avec tous les élus, mais surtout tous les collaborateurs et quelques collaboratrices que vous connaissez bien ici, que vous avez vu un petit peu partout, dans toute cette green tech, mais aussi intelligence artificielle, etc., etc. Bon, la grande Claire Guidi est présente parmi nous, vous la connaissez toutes et tous, avec ses multi-expertises, mais surtout là-dessus, évidemment, nous avons aussi beaucoup d'élus qui sont très, j'allais dire, très médéfiennes, hein, surtout des femmes, je ne sais pas pourquoi, beaucoup à la technique, à la tech, à la green tech, mais il y a aussi des hommes, et moi le premier. C'était de toute manière dans mes volontés de campagne il y a maintenant 6 ans. La décarbonation est déjà engagée, bien sûr, dans le bâtiment, dans le monde de la construction. On a bossé énormément les premières années, après Covid, avec tout ce qui a été rénovation énergétique des bâtiments, des logements, des bâtiments de tech, de l'industrie et des entreprises. Là, on est très, très engagé aussi, bien sûr, sur les offres entreprises. On se bat auprès du gouvernement pour avoir quelques subsides, pour aider, subventionner, prêter, etc. Toutes ces choses-là pour créer et justement utiliser toutes les entreprises qui se sont lancées là-dedans. Et il me tarde de voir quelques startups aussi tout à l'heure sur scène. La numérisation accélérée avec l'intelligence artificielle. Sachez, parce que vous ne le savez peut-être pas, que la FFB est ambassadrice
intelligence artificielle, ambassadrice IA, depuis quelques mois, reconnue par le gouvernement. Alors ça, c'est une énorme fierté et je félicite tous les jours nos services et nos collaborateurs qui sont très tech là-dessus. Voilà, ambassadeur, moi je trouve ça génial. En plus, nous avons une veille permanente, non seulement en France, avec toutes les start-up, etc., et celles qui deviennent un peu plus hautes que les start-up, bien sûr, mais aussi partout sur le territoire. Moi, j'ai instauré, quand je suis arrivé il y a 6 ans, que l'on se déplace dans les pays étrangers pour voir ce qui se fait. Eh bien, on a été chez les meilleurs. On a été à Boston, aux États-Unis, bien sûr. On a fait New York, on a fait Las Vegas avec le CES. L'an dernier, on était au Japon, à Tokyo, pour aller voir aussi non seulement nos homologues, mais aussi tous ceux qui créent la tech et la green tech, bien sûr, sur l'ensemble du territoire. J'en oublie certainement. Au Maroc, ben oui, au Maroc, ils sont très tech et green tech aussi, hein, voilà, très portés là-dessus, sur l'eau, sur la transition écologique, toutes ces choses-là. Donc fabuleux. Et puis, mais dans un mois à peine, nous allons à Oslo pour savoir aussi comment ils ont construit ces fabuleux bâtiments et comment ils les exploitent. Bien sûr, l'exploitation, c'est tellement important, la maintenance dans tout ça. Eh bien, nous y allons aussi avec quelques personnes du COMEX. Les conventions avec l'ADEME, ben, c'est tous les jours. Les compétences et l'attractivité pour les jeunes, c'est ça. La technique, la technologie, la vieille image un peu passée, un peu poussiéreuse du bâtiment, c'est terminé. Le bâtiment, c'est la transition écologique et énergétique, la transition numérique, on le sait bien, et puis le développement des compétences. Voilà, donc merci beaucoup. Cet enjeu pour nous est très 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 important. On est au centre de tout. Alors bien sûr, je dis ça parce qu'on est chez nous, hein, voilà. Mais quand même, oui, effectivement, tout ce que l'industrie produit, nous on l'installe, mais aussi on l'installe avec non seulement de talent, mais avec cette philosophie environnementale qui ne nous quittera plus. Ça y est, on a mis plus que les 2 pieds dedans. On y est et aujourd'hui, nous allons continuer avec évidemment notre interpro préféré, le MEDEF, Patrick. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup Olivier, merci pour votre accueil, ces mots d'introduction. J'appelle maintenant sur scène Monsieur Patrick Martin, président du MEDEF. Bien, mesdames et messieurs, monsieur le président, cher Olivier, mon président préféré, c'est une private joke entre nous, hein. Chers amis, merci Olivier de nous accueillir au siège de ta fédération, particulièrement engagé, tu viens de le souligner avec beaucoup de cœur, hein, particulièrement engagé au service de la transition énergétique. Pour que vous sachiez tout, le MEDEF est actuellement en travaux. Ça devient une manie de casser les amphithéâtres. Mais enfin, il faut soutenir l'activité du bâtiment et puis verdir nos bâtiments. Donc le MEDEF est en travaux et ce n'est pas étranger au thème de cette soirée. Pourquoi sommes-nous en travaux au MEDEF? Pour nous mettre en conformité avec le décret tertiaire que tout le monde ici a parfaitement en tête, mais qu'un certain nombre de chefs d'entreprise et de nos concitoyens ne connaissent pas, alors qu'il y a une forme d'urgence à le découvrir, à le mettre en œuvre. Donc, nous mettons les bâtiments du MEDEF, du Bosquet, en conformité avec le décret tertiaire et ces travaux, ça ne vous a pas échappé, ont notamment pour but de gagner en efficacité énergétique et donc de réduire notre empreinte carbone. D'ailleurs, certaines de vos startups ont pu contribuer à l'élaboration puis à la conduite de ces travaux en cours. Je suis très heureux que cette soirée, qui s'inscrit dans une série, nous avons par exemple mis à l'honneur les Legal Tech, les EdTech et plus récemment les MedTech. Très heureux donc que cette soirée ait lieu au siège de la Fédération française du bâtiment, au siège de ceux qui construisent l'avenir. Mais pour tout vous dire, j'aurais aimé, malgré tout, prononcer ce discours dans l'auditorium du MEDEF pour une raison. Cette raison, c'est que sur les murs de notre auditorium figure en toutes lettres la raison d'être dont s'est doté le MEDEF en 2019. Une raison d'être adossée à nos statuts, donc c'est pas pour faire genre, pour faire illusion, encore moins, que nous avons adopté cette raison d'être, mais je la partage avec vous. Agir ensemble pour une croissance responsable. Agir pour une croissance responsable, c'est ce qui guide notre action au service de toutes les entreprises et au quotidien.
Ces entreprises, elles sont 240 000. Tout le monde ne le sait pas, donc j'en profite pour vous le signaler. 240 000, bien sûr, de la start-up aux grands groupes cotés, en passant par les PME, les TPE et les ETI, partout en France, dans tous les secteurs. Le MEDEF est un lieu unique, c'est l'interpro, dans notre jargon, l'interprofessionnel, 102 fédérations réunies au MEDEF. Le MEDEF est donc un lieu unique de contact et de travaux partagés. Par exemple, entre les industriels et les financeurs, de la banque au capital risque. Et nous sommes convaincus qu'aider ces entreprises à prospérer, à pouvoir investir, donc à innover, à maîtriser les grandes transitions et les transformer en opportunités, eh bien c'est cela, contribuer à une croissance responsable. Et cette croissance responsable, c'est aussi celle dont vous, start-up de la Green Tech, êtes les moteurs. La Green Tech, c'est l'incarnation d'une conviction que le MEDEF a chevillée au corps. La croissance portée par l'innovation, c'est la condition pour réussir toutes les transitions. Vous incarnez la capacité d'entrepreneurs audacieux à transformer une contrainte, chaque jour un peu moins, mais quand même dans nos rangs, certains perçoivent cette transition comme une contrainte. Eh bien non, vous la transformez en opportunité, une exigence environnementale, vous la transformez en avantage compétitif. Décarboner l'industrie et le bâtiment, accélérer sur l'efficacité énergétique, réinventer la gestion des ressources, les bâtiments à nouveau, anticiper les risques climatiques, réduire les pollutions. Derrière chacun de ces enjeux, il y a des technologies, des investissements, des solutions, mais surtout des femmes et des hommes engagés. Il existe, j'en suis convaincu, un réel talent français, singulièrement dans les green tech. Il faut le reconnaître, le soutenir, le financer et le projeter aussi vite que possible à l'international, ce talent. Je signale par exemple que notre bras armé sur le plan international, qui accompagne des délégations dans tous les pays du monde ou qui accueille en France des délégations d'entrepreneurs ou de responsables politiques d'autres pays du monde, notre bras armé MEDEFI donc a une task force ville durable qui intègre un certain nombre de vos startups. En tout cas, je l'espère ce soir. Si ça n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous y intégrer. Et cette task force ville durable est reconnue comme étant une des plus efficaces au monde. Et ça a permis à beaucoup d'entreprises françaises, ça va des bureaux d'études jusqu'à des organisateurs de transport, mais également à des entreprises de recyclage. Cette task force donc, a permis à bon nombre d'entreprises françaises, des petites, des grandes, je le redis, dans beaucoup de secteurs d'activité, de saisir des opportunités, de prendre les marchés, ce qui n'est pas évident, en particulier quand on est en phase de création et de premier développement de son entreprise. Nous y sommes extrêmement attentifs à ce que chacun soit pris en considération, soit pris par la main, soit accompagné en vue de la réussite. Vous êtes donc la preuve de la conciliation de la croissance et du climat. La conciliation de la croissance et du climat, non seulement c'est nécessaire, mais ça marche. Mieux encore, c'est la clé d'une transition soutenable, souveraine, gage de prospérité partagée. Dans cette mission que vous avez décidé de relever, face à une concurrence internationale effrénée, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez compter sur le MEDEF, son formidable maillage, on n'en est pas encore là, encore que, son formidable maillage dans les territoires, je parle ici de l'Hexagone et de nos territoires ultramarins, pour porter vos sujets. Je me permets de réinsister sur nos territoires ultramarins où se développent de très belles initiatives en matière de green tech. Je pense en particulier, je ne sais pas s'il y a ici des représentants de ces beaux territoires, mais je pense en particulier à la Guyane ou à la Nouvelle-Calédonie où je me rends de temps à autre et où je vois des choses absolument extraordinaires qui, vues de Paris, sont insuffisamment prises en compte. Donc, j'attire votre attention sur ces très belles réussites. Je pense, par ailleurs, c'est particulièrement d'actualité, à l'accès à une énergie décarbonée, compétitive et souveraine. Nous organisons d'ailleurs une REF dédiée, nous organisions, pardon, la semaine dernière une REF dédiée à ces enjeux énergétiques, alors même que c'était programmé avant le déclenchement des hostilités entre l'Iran, les États-Unis et Israël, et que le détroit d'Ormuz soit plus ou moins bloqué, d'ailleurs plus que moins. Il faut au moins que ces situations critiques, qui sont, pour commencer sur le plan humain, extrêmement préoccupantes, il faut au moins que ces situations critiques permettent à ceux qui n'en sont pas encore conscients de la gravité et de l'urgence des enjeux,
et puis nous permettre d'accélérer sur un certain nombre d'initiatives. C'est exactement dans cet esprit que, pas plus tard qu'hier, nous étions avec Olivier Saleron à Bruxelles. Nous avons eu des échanges très serrés, très constructifs, assez exigeants malgré tout, avec un certain nombre de décideurs européens. Je pense au commissaire au commerce Šefčovič, je pense à la présidente du Parlement européen, Madame Metsola, je pense à un certain nombre de députés européens avec qui nous avons déjeuné, je pense à Stéphane Séjourné, qui, vous le savez, travaille d'arrache-pied sur un sujet horriblement compliqué, celui de la préférence européenne. Je pense enfin à la séance finale que nous avons eue avec Enrico Letta. Soyez assurés que dans chacune de ces conversations, avec des angles différents, les enjeux environnementaux, plus ou moins directement les enjeux de la Green Tech ont été abordés parce que nous sommes convaincus qu'il y a une singularité européenne dans les stratégies, dans les valeurs, je n'hésite pas à employer ce terme-là, et puis un savoir-faire européen, singulièrement un savoir-faire français, qui bien sûr, dans ces périodes de grande mutation, doivent être prises en compte et doivent être promus. Ça a donc fait l'objet de discussions très affûtées, si je puis dire, avec tous les interlocuteurs que je viens de mentionner. Je sais enfin que le défi des compétences, pouvoir recruter des profils formés aux défis de demain, est une priorité pour vos startups et je tiens à vous rassurer. Moi, je fais de ce sujet de l'orientation, des formations, des compétences, la priorité des travaux du MEDEF. Alors ça peut surprendre parce que le MEDEF, et c'est normal, est très identifié sur des enjeux plus traditionnels et qui restent malheureusement d'actualité. Je veux parler de fiscalité, je veux parler de droit du travail, mais ça n'enlève rien à notre conviction, à ma conviction, que ce qui fera la différence, et c'est vrai dans tous les secteurs d'activité, je pense que ça l'est plus encore dans les techs, parce que par définition, il faut des compétences pointues, il faut des compétences nouvelles sur des modèles technologiques, sur des modèles économiques qui mutent à toute vitesse, que donc la priorité, notre priorité commune, ça doit être celle-ci, celle de la jeunesse, donc de l'orientation, de la formation, des compétences, et puis le jour venu des transitions professionnelles, parce qu'on sait les uns et les autres. Tant mieux pour vous qu'il va y avoir des besoins massifs, à la fois qualitatifs et quantitatifs en termes de compétences, et qu'à contrario, dans d'autres secteurs d'activité, c'est le sens de l'histoire, c'est darwinien. Il faut que nous accompagnions ces situations, mais elles sont dans l'ordre des choses. Il y aura au contraire des entreprises, des secteurs d'activité qui vont péricliter, je le dis avec tristesse, mais c'est ainsi, ça s'est déjà produit dans l'histoire. Et donc, si nous, entrepreneurs, nous ne sommes pas très d'abord conscients, puis ensuite moteurs sur ces enjeux de compétences, de formation, d'orientation, eh bien nous passerons à côté de beaucoup de sujets et nous briderons en définitive les opportunités de croissance, de réussite, d'internationalisation qui sont absolument indispensables et qui finalement, nous, entrepreneurs, nous font vibrer. Nous sommes là pour développer, nous sommes là pour croître, nous sommes là pour innover. Donc voilà, je place ce sujet de la jeunesse d'une manière générale, des compétences et de la formation en particulier, en haut de la pile. Voilà ce que je voulais vous dire. Avec le MEDEF, ces fédérations, ces MEDEF territoriaux, vous avez un collectif qui est à votre service pour ensemble réussir toutes les transitions. Il n'en manque pas, mais celle que vous prenez en main est prioritaire. Au premier rang, donc, la transition écologique. Très bonne soirée à vous tous. Je vous souhaite des échanges, des débats extrêmement riches. Je vous souhaite d'échanger de nombreuses cartes de visite. Je vous souhaite beaucoup d'opportunités de business parce que, on ne le dit jamais assez, Olivier, nous passons pour des apparatchiks patronaux que nous ne sommes pas. Nous sommes avant toute chose des entrepreneurs. C'est très bien que nous réfléchissions ensemble. C'est très bien, c'est indispensable que nous nous projetions. C'est très bien, c'est indispensable que nous partagions des informations, une vision du monde, que nous anticipions autant que possible. Mais enfin, nous ne perdons jamais de vue, je ne perds jamais de vue qu'avant toute chose, nous sommes des entrepreneurs, donc d'autant plus proches de vous. Bonne réussite à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces mots, ces encouragements, cette énergie. Donc, sans plus attendre, on va pouvoir commencer les pitchs. Et donc, je vais appeler sur scène les 4 premiers entrepreneurs qui vont nous rejoindre pour leur présenter leurs solutions. En commençant par Amira Erock, cofondatrice et CPO d'Everdye. Alors, Everdye, c'est une entreprise qui développe des pigments et des procédés de teinture biosourcés à basse température et faible consommation d'énergie afin de dépolluer et de décarboner l'étape de coloration des industries créatives. Bienvenue à vous. Entrez, et puis vous pouvez les applaudir aussi pendant que je parle. Bruno Marengo,
Head of Business Operations chez Fairbricks. Donc Bruno, Fairbricks transforme le CO2 en polyester bas carbone pour décarboner les industries du textile et du packaging et réduire leur dépendance aux ressources fossiles. Je vous en prie, Bruno, installez-vous. Fanny Fanou, fondatrice de Geominov. Fanny, vous déployez l'intelligence artificielle pour anticiper les risques climatiques des bâtiments et transformer la rénovation en levier de résilience. Tiens, parfait pour en parler aujourd'hui. Et enfin, Adrien Lambert, cofondateur, président et CTO de Hydroclimat. Hydroclimat, vous alimentez les processus métiers avec des données climatiques et hydrologiques haute résolution, scientifiquement traçables pour une couverture à 360 degrés du risque climatique. Donc, bienvenue à vous. Vous connaissez les règles, 3 minutes 30 par personne. Vous pourrez prendre le micro, pitcher soit ici, soit à ma place, comme vous le désirez. À 3 minutes 30, je vous inviterai à conclure. Et si vous dépassez, il y a une petite trappe ici. En dessous, il y a des crocodiles. Ils sont nourris par la FFB, donc ils sont en parfaite forme. Voilà, on va commencer par Amira. Amira, je vous en prie, donc pour Everday. La parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Amira Eroc, je suis docteur en chimie de matériaux et de textile intelligent. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter Everday. Donc, Everday, c'est une entreprise qui développe des pigments pour l'industrie textile. Donc, l'industrie textile aujourd'hui, malheureusement, pour teindre nos vêtements aujourd'hui, on pollue beaucoup la nature. Généralement, on va mettre un t-shirt ou bien un tissu dans un bain plein de pétrochimie et de l'eau. On va chauffer le tout pendant des longues heures à des températures qui dépassent les 100 degrés. Et vous pouvez imaginer le constat sur la pollution des eaux, l'utilisation de l'énergie, mais aussi les émissions à effet de serre liées au process de teinture. Et aussi, on utilise beaucoup d'eau dans l'industrie textile pour teindre des tissus. Donc, nous, à Everday, on a inventé une nouvelle solution. C'est une teinture à température ambiante. On a développé un nouveau pigment à base de déchets végétaux et des minéraux qui s'applique à température ambiante. C'est une technologie brevetée par Everday. Ce qu'on va faire généralement pour expliquer la technologie, les fibres textiles, généralement, elles sont chargées soit positivement, soit négativement. Si on prend le coton, par exemple, qui est la fibre la plus utilisée, la fibre naturelle la plus utilisée, elle est chargée négativement. Nous, on a développé un pigment chargé positivement et les deux vont s'attacher comme un aimant. Ce qui fait qu'on va réduire l'utilisation d'énergie, on va réduire le temps de cycle et on va aussi réduire les émissions à effet de serre liées à l'utilisation d'énergie pour teindre des textiles. Et on a une teinture durable mais aussi qualitative. Donc le constat, on va réduire de 10 fois l'énergie consommée pour la teinture textile, on va réduire les émissions à effet de serre et aussi on va avoir une eau propre par rapport à ce qui se fait aujourd'hui parce qu'il est réutilisable pour reteindre d'autres tissus. Donc, la technologie aussi, elle est très simple à mettre en place dans des vraies industries. Donc, pour produire notre produit, on utilise des réacteurs qui sont utilisés pour l'industrie cosmétique, agroalimentaire. Donc, pas de capex sur la production, mais aussi pour utiliser nos pigments chez les teinturiers. On n'a pas besoin de capex, on n'a pas besoin de demander aux teinturiers d'investir dans de nouvelles machines, ce qui fait que la technologie est très facile à être intégrée dans des teintureries existantes aujourd'hui. Notre technologie aussi a été validée en termes de qualité par de nombreux partenaires qui sont des marques ou bien des teinturiers. Vous pouvez voir ici, on a validé la technologie avec Lacoste, Adormi, Petit Bateau et H&M. Et Adormi, c'est une marque américaine avec lesquelles on a lancé 1600 pièces dans le marché américain l'année dernière, qui étaient vendues dans une semaine, sold out dans une semaine, ils étaient très contents. Et il n'y a pas de premium sur le prix, ce qui est intéressant parce que le frein devant les solutions écologiques aujourd'hui, c'est le premium de prix qui va engendrer ces solutions. Nous, on n'a pas de premium de prix et du coup, notre solution, il est accessible aujourd'hui à un large panel de teinturiers et de marques. Donc, nous, on est Everday. On a lancé, comme je disais, les premières collections. Cette année, on va produire 10 tonnes de produits en France et on va les vendre en Europe et aux États-Unis. Merci. Bravo Amira, merci à vous. Je vous invite à vous asseoir. Je vous rappelle que vous avez le flyer, donc mémorisez bien tous les passages. Vous serez amené à voter pour eux. Ensuite, en tout cas, moi je trouve ça incroyable. Ça fait plus de 2000 ans qu'on teint des vêtements et on innove toujours, donc bravo à vous. On accueille maintenant Bruno pour Fairbricks. Bonjour à tous. Alors c'est un plaisir de vous présenter Fairbricks. Alors nous, on capture le CO2 pour habiller le monde.
Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Je vais commencer par un petit quiz. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre un maillot du PSG, qui est très d'actualité ce soir, une bouteille d'eau, un pot de crème ou un siège auto? C'est simple, c'est la matière première, c'est le polyester. Et nous, on a décidé d'avoir un impact sur l'environnement en s'attaquant au marché du polyester. Le marché du polyester, c'est un monstre. C'est 143 milliards de dollars, 60 millions de tonnes produites par an. Et surtout, c'est un marché qui double tous les 15 ans. Le seul problème principal du polyester, c'est qu'il est fait à partir de ressources fossiles. Pour les plus vertueux, ils prennent du pétrole. En Chine, souvent, on part du charbon, ce qui donne des équivalents CO2 par kilo de PET produit d'environ 3 à 6 kilos. Donc le polyester est partout, en pleine croissance et très carboné, et c'est comme ça qu'on a décidé d'attaquer le marché en essayant de changer les choses. On a complètement changé le paradigme en développant une technologie très très innovante depuis 2019. On a 25 chercheurs qui ont développé cette technologie, elle est intégralement brevetée. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de partir du pétrole, on part du CO2 pour faire exactement le même polyester, la même matière vierge. Ce qui nous permet d'avoir une empreinte carbone négative et l'intégralité de la versatilité du polyester qui est maintenue. Il y a deux avantages principaux. Bon, évidemment, pour les industries utilisatrices, ceux qui font des bouteilles d'eau, ceux qui font du textile, ceux qui font des sièges auto, l'intérieur des voitures, pardon. Mais il y a aussi un avantage énorme, et on parle beaucoup avec des industriels émetteurs de CO2. Aujourd'hui, ça coûte très cher de stocker le CO2 en mer du Nord, par exemple. Nous, on leur propose des options qui leur permettent de créer des valeurs ajoutées avec leur émission de CO2. Alors, vous allez me dire où ils en sont. C'est une belle technologie, mais où on en est? Concrètement, on a validé la partie labo. On a une ligne pilote qui a été ouverte à Anvers qui produit 10 kg par jour, au plus près des émetteurs de CO2. On est en train de travailler sur une usine démo qu'on va ouvrir en 2028, avant de lancer notre première usine commerciale en 2030. Une usine commerciale de PET, c'est environ 50 000 tonnes. L'idée après, c'est d'aller vers le licensing pour pouvoir avoir un impact global et prendre des parts de marché significatives assez rapidement. On est également suivi par une forte demande commerciale dans tous les secteurs qu'on attaque. L'intérêt de ces marques-là, c'est de sécuriser aussi une matière sustainable qu'ils savent déjà travailler. On a pas mal d'actualités aussi en ce moment avec les problématiques du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, réduire la dépendance aux énergies fossiles et produire un PET plus écologique a une vraie importance stratégique. Voilà, nous on est Fairbricks, on pense que le CO2 est le problème du siècle, mais que c'est aussi la solution. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous en parler, il y a beaucoup de choses à faire autour de ces technologies de capture et d'utilisation du CO2. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno, et c'est vrai qu'au MEDEF on travaille beaucoup pour éviter que l'industrie, en particulier l'industrie lourde qui émet du CO2, délocalise et il faut qu'elle reste en France, parce que du coup on voit qu'il y a des cercles vertueux ou des boucles de matière qui peuvent être intéressantes, donc ne pas insulter l'avenir. En tout cas, merci beaucoup, et donc maintenant Fanny, pour Géominov, vous avez la parole. Bonsoir à vous, je suis Fanny. Avant de commencer, j'ai quelques chiffres à vous présenter. J'ai lu un rapport de l'État il y a quelques semaines qui disait que la France a connu en une année 4 événements climatiques très très graves. Et ces événements surviennent 4 fois plus rapidement qu'il y a un siècle. Et ces chiffres, moi, m'ont vraiment surprise. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il est possible qu'on ait autant d'événements climatiques et que personne n'en prenne connaissance? Aujourd'hui, le dérèglement climatique coûte presque 6 milliards d'euros au secteur assurantiel et on prévoit une augmentation entre 40 et 60% de ces risques. Et moi, ma question, c'est que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour réduire justement ces coûts? Alors, on a inventé, Géominov, en fait, on a inventé l'IRM du logement. Qu'est-ce que c'est exactement? Je suis Fanny, pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé dans un cabinet de géomètre expert, je suis géomètre topographe et j'ai identifié les sols, j'ai fait du mesurage, j'ai implanté, j'ai fait du contrôle de stabilité. Et en fait, c'est cette expertise que j'ai mis dans Géominov. L'idée avec cette solution, c'est grâce à la data, notre équipe,
On a récupéré un maximum de data avec nos équipes qui travaillent sur les expériences inondations, les risques climatiques, une personne qui travaille en laboratoire sur les côtés énergétiques du logement, et on a conçu cette IRM qui va scraper plus de 200 data pour comprendre exactement comment évolue votre sol, comment évolue votre immeuble, comment évolue votre habitation, et surtout ce qui compte pour nous, c'est comprendre l'habitabilité du logement. On propose une solution SaaS sous forme de marque blanche ou marque grise aux assureurs pour contrôler directement le risque du logement. Et ensuite, parce qu'on est tous des acteurs de nos logements, on propose une application directement aux particuliers pour contrôler l'habitabilité de son logement et comprendre exactement son risque. Parce que c'est là que l'action compte. Il faut absolument que chaque personne puisse comprendre le risque, parce que c'est là qu'on va pouvoir accompagner chacun vers l'habitabilité. Concrètement, Géominov, l'IRM, c'est quoi? C'est réduire les coûts qui sont élevés face au risque, proposer à chacun d'avoir un logement sain pour lui, mais en plus de ça, c'est aller vers des territoires plus en adéquation avec le climat et en adéquation avec l'évolution du climat. Notre ambition, en fait, elle est claire, hein. C'est avoir de l'impact, réduire les émissions de CO2 et en plus de ça, préserver les logements. Aujourd'hui, notre écosystème, nous, on est lauréat de la French Tech, on fait partie des équipes, des startups de la French Tech. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on vient d'être labellisé par un grand groupe d'assurance qui est Generali. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est assurer le bien de chacun. Et je peux aussi vous l'annoncer, on fait partie des startups Impact et on sera au salon de la Vivatech cette année. Alors, si vous voulez faire de votre logement le logement le plus en adéquation avec votre territoire et les risques de demain, on a un stand et ce serait avec grand plaisir pour vous accueillir. Merci. Merci beaucoup Fanny. Merci pour votre engagement. Ça me fait penser d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu en arrivant, que le MEDEF, on vient de sortir notre livret sur l'adaptation au changement climatique pour justement accompagner les entreprises. Mais je crois, Adrien, que vous allez peut-être nous en parler aussi. C'est fort probable. Donc, bonjour à tous, enchanté. Je suis Adrien Lambert, cofondateur, président et directeur technique d'Hydroclimat. Ça démarre. Ok. Donc Hydroclimat, c'est l'entreprise qui va vous permettre d'anticiper le climat de votre avenir grâce à des analyses de risque climatique à 360 degrés qui sont basées sur la science et qui sont conçues pour l'action. Donc aujourd'hui, 70% des activités humaines sont climato-dépendantes, directement ou indirectement. Alors le climat, qu'est-ce que c'est? Le climat, c'est l'intégration sur une période de temps suffisamment longue de la météo pour permettre l'établissement de statistiques ou de probabilités. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en contexte de changement climatique, eh bien, ces statistiques, ces probabilités qui sont établies sur le climat passé, elles ne représentent pas le climat d'aujourd'hui. C'est ce qu'on voit ici. Donc, par exemple, depuis la période pré-industrielle, on a une augmentation en 1996 de plus 0,6 degrés. Et entre 1996 et aujourd'hui, donc 30 ans, on a pris encore 1 degré. Ça se traduit simplement au niveau des terres émergées par une augmentation de la température de plus 2,5 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Et donc ça, c'est un problème. C'est un problème parce que le climat du passé ne permet pas de prédire le climat du présent et encore moins celui du futur. Et dans ce contexte-là, c'est un problème énorme, effectivement, pour 70% des activités humaines, parce qu'elles doivent prendre des décisions éclairées sur leur avenir et elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles ne sont pas capables d'avoir des données qui le permettent. Et c'est là qu'on intervient avec Hydroclimat. Donc Hydroclimat, on est une jeune entreprise innovante, j'allais dire plus si jeune parce qu'on est fondé en 2020. Et notre ambition à nous, c'est d'apporter des données climatiques. Et on ne fait que ça, on est un pur player de la donnée climatique pour vous permettre justement de mettre en place vos stratégies d'adaptation. Alors on est le leader français pour des bases de données climatiques qualifiées et c'est attesté par le fait qu'on vient de lever en 2025 2 millions d'euros auprès de la Caisse centrale de réassurance et de la région Sud. Donc on est tout à fait référencé comme partenaire auprès des réassureurs, notamment CCR et Covea, qui est le réassureur du groupe MMA, ainsi que de nombreux gestionnaires d'infrastructures, Vinci, Bouygues, Arcadis, SNCF, le CEREMA et ainsi de suite. Donc notre raison d'être, c'est d'être alimenté par la science.
fondée sur la science. Effectivement, une entreprise qui est très basée sur de la R&D, puisque la cofondatrice Magali et moi-même sommes docteurs en sciences du climat. Donc, on a développé toute une équipe autour de nous. La moitié de la masse salariale est constituée de docteurs. L'autre moitié, elle est composée de data scientists et de développeurs qui nous permettent de mettre en œuvre justement ces données. On a un data lake aujourd'hui de plus d'1 pétaoctet de données. On est capable de calculer très rapidement sur la totalité du monde et de diffuser ces données au travers de différents moyens sur lesquels je vais revenir. Mais notre principale valeur ajoutée aujourd'hui, c'est qu'on est capable de projeter le climat du futur à très haute résolution spatiale. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça vous permet de réduire l'erreur climatique de plus de 20% quand vous passez de 1 km à des résolutions différentes. Et ça vous permet d'avoir des gains de l'ordre de 5% de consommation électrique et 20% d'erreurs en moins quand vos modèles sont bien calés. Voilà, donc on travaille sur plusieurs risques, sur la totalité du monde, donc submersion marine, inondation, mais aussi le retrait-gonflement d'argile qui est très important, qu'on diffuse au travers de plusieurs plateformes, des plateformes basées sur le web, mais aussi des API en ligne de commande et en MCP si vous faites des LLM. Et donc voilà, aujourd'hui, nos données permettent d'avancer à de nombreux acteurs des infrastructures et de l'assurance en France. Merci. Merci beaucoup, Adrien. Je vous ai laissé un petit peu plus de temps parce que vous avez un peu un problème technique au début. En tout cas, merci à vous quatre. Amira et Roch pour Everday, Bruno Marengo pour Fabrix, Fanny Fanou pour Géominov et Adrien donc pour Hydroclimat. C'était notre premier batch de pitch. On en aura d'autres tout à l'heure. En attendant, je vais inviter deux intervenants à venir nous parler aussi de leur approche en matière de green tech et de start-up, en commençant par monsieur Thomas Cotinet, directeur d'Ecolab au CGDD, le Commissariat général au développement durable. Bonjour. Ouais. Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Merci au MEDEF et à la FFB pour cette invitation et pour l'organisation de ce bel événement qui met en avant l'excellence française en matière de green tech. Voilà, donc je vous parle depuis ce qu'on appelle le pôle ministériel, la transition écologique et territoire, qui comprend également les transports, la construction, le logement. Voilà, et nous avons une action d'animation de l'écosystème français de la green tech. Donc nous suivons 3000 entreprises, PME et start-up, dont on considère qu'elles ont un impact écologique significatif. Et parmi elles, l'État attribue un label Green Tech Innovation pour les aider à se développer, mais pour aider également aussi leurs investisseurs, leurs clients à les repérer, parce que c'est devenu plus compliqué désormais pour les PME, les startups Green Tech de se faire identifier, en particulier du fait du phénomène de greenwashing. Voilà, donc la France a vraiment un potentiel extraordinaire d'entrepreneurs dans le domaine de la green tech. C'est structuré dans une douzaine de marchés, construction, énergie, mobilité durable, santé, environnement, déchets, biodiversité, etc. Et alors, que cherchons-nous à faire ? On considère que le financement de ces startups est déjà plutôt bien mis en place. Donc bien évidemment, on soutient l'ensemble des acteurs privés et publics qui financent en capital ou en dette ces PME et ces startups. Et on organise certains événements où c'est l'occasion de les mettre en relation, comme le Meetup Green Tech, qui accueille 2500 personnes en présentiel chaque année. Mais on considère que, s'agissant du chiffre d'affaires, cela ne suit pas. Voilà, et que ça ne va pas assez vite. C'est-à-dire qu'on a une capacité à soutenir l'entrepreneuriat, la création de ces entreprises, leur installation, leurs premiers pas. Mais c'est plus compliqué pour que cela se traduise en turnover, en chiffre d'affaires. Et donc l'ensemble de la philosophie de l'action de l'État via cette politique Green Tech Innovation, c'est de l'aide à la vente par de la mise en visibilité, par des opérations d'intermédiation, par des focus sur des marchés. Voilà, par exemple, là, en juin prochain, on va faire 2 jours dans le sud-ouest sur les marchés de l'IA pour l'océan. Voilà, pour accélérer justement ce chiffre d'affaires qui est aussi un
un vecteur d'accélération de la réponse à l'urgence écologique. Notre conviction, on doit par exemple éviter 125 millions de tonnes d'émissions de CO2 en seulement 5 ans, c'est autant que les 30 dernières années cumulées. Pour nous, une partie de la solution, c'est l'entrepreneuriat et l'ensemble de ces solutions. Encore faut-il qu'elles soient réellement utilisées, consommées par des entreprises, par des particuliers et par des acteurs publics. Voilà, je termine par cette notion d'acteur public parce que un des sujets dans le sujet de soutenir le chiffre d'affaires de ces entreprises, c'est celui de la commande publique, des centaines de milliards d'euros qui, selon nous, ne sont pas assez orientés vers ces entreprises. Donc voilà, donc on porte des actions, des initiatives pour faciliter cela avec des résultats concrets qui sont des contrats. Voilà. Alors, cette année, chaque année, nous organisons avec différents partenaires un appel à manifestation d'intérêt. Alors, je vois pas mal d'articles qui sortent sur la Green Tech et qui ne sont pas toujours très positifs depuis 6 mois parce qu'ils sont travaillés sous l'angle de l'investissement. Et oui, c'est vrai, il y a eu une petite chute de l'investissement dans les green tech, mais comme dans l'ensemble des startups, c'est-à-dire que la part des green tech au sein de l'investissement des startups n'a pas chuté. Mais s'agissant de notre appel à manifestation d'intérêt, donc Green Tech Innovation, vous donnez l'information qu'en termes de candidature, on a fait du plus 100%. Sans campagne de communication dédiée. Donc il y a un réel dynamisme qui continue, qui vient à la fois de l'excellence académique, qui produit des entrepreneurs, mais également d'autres aventures entrepreneuriales. Donc tout cela fonctionne très bien. Les secteurs qui sont les plus porteurs, énergie renouvelable, construction durable, mobilité durable. Et puis donc il y a le sujet de l'IA. Voilà, donc on fait le maximum pour soutenir à la fois l'IA pour la transition écologique, le AI for Green, donc l'ensemble des PME, des startups qui portent des solutions d'IA qui vont aller servir les enjeux de la transition écologique, donc mobilité, énergie, déchets, etc. Et on va aussi sur le terrain du Green AI, de l'IA frugale. Donc la France est leader, la France et l'Europe sont leaders dans ce domaine-là. Il y a toute une activité internationale, européenne et nationale pour produire des référentiels et des normes. On a fait le choix de la norme volontaire. Nous co-construisons des référentiels avec les industriels, de la start-up au grand groupe, pour soutenir l'émergence d'un marché de l'IA durable et faire en sorte que les champions de l'IA durable, ça soit des Européens, des Français. Ça fonctionne plutôt pas mal. Au sommet mondial en Inde, l'Europe et la France étaient encore à l'honneur. Et j'ai la chance d'avoir parmi mes équipes des personnes justement qui animent cela, donc qui font le maximum pour créer de la confiance et doter à la fois la planète, l'Europe et la France de référentiels qui vont permettre aux premières entreprises qui proposeront des systèmes d'IA durables de conquérir ces marchés, l'IA étant aussi un vecteur de modernisation de l'ensemble des entreprises. Donc voilà en quelques mots l'action du gouvernement via ce label Green Tech Innovation et via cette animation de l'écosystème. Voilà, et je suis vraiment ravi de voir tous ces pitchs parmi lesquels il y a beaucoup d'entreprises qu'on connaît. Franchement, c'est très chouette. Merci encore pour l'initiative de cette réunion ce soir. Merci. Merci beaucoup Thomas et bravo à vous. Et bravo plus largement à toute l'action du CGDD, qui est un partenaire incontournable pour la transition. Parfois, on ne sait pas tout ce qu'ils font. Et je dois avouer qu'au niveau du MEDEF, on apprécie beaucoup de travailler avec le CGDD. On apprécie aussi beaucoup de travailler avec l'ADEME. Et donc, j'appelle sur scène, mais j'apprécie aussi beaucoup Sophie, directrice de la direction des entreprises et des transitions industrielles à l'ADEME. Bienvenue Sophie. Voilà, normalement c'est mieux comme ça. Donc merci au pitch, c'est très inspirant effectivement de voir un peu les solutions qui sont aujourd'hui développées. Et c'était l'occasion aussi de rappeler un peu ce que nous à l'ADEME on peut faire pour les entreprises, pour les startups, mais pas uniquement. Et puis aussi de voir comment vos solutions peuvent un peu s'insérer dans toute la dynamique qu'on souhaite soutenir. Donc quand on parle de l'offre ADEME aux entreprises, généralement on pense tout de suite aux aides financières, ce qui est très bien, mais on ne fait pas que des aides financières. Et donc c'est important de rappeler qu'aujourd'hui notre offre aux entreprises, elle est composée de 6 types de services. C'est-à-dire qu'on a des méthodologies et des outils qui sont mis à votre disposition si vous souhaitez demain faire un bilan carbone, un bilan de vos flux, de matière, etc. On a des formations aussi gratuites sur ADEME Academy que vous pourrez retrouver sur beaucoup de sujets qui permettent de faire monter en compétence, par exemple, vos équipes. On a des aides financières. Alors, on aide des études, des passages à l'action, du déploiement.
On a aussi du conseil à la transition, parce qu'on finance en fait via des réseaux de partenaires, des conseillers en région qui peuvent vous indiquer voilà, des démarches à suivre, par exemple sur le sujet d'efficacité énergétique. Et on organise des événements dédiés et évidemment on publie beaucoup d'études et de publications que voilà, certains d'entre vous doivent connaître et qui permettent justement aussi parfois à certaines entreprises enfin en tout cas start-up d'identifier des sujets qui peuvent être intéressants, notamment je pensais à l'adaptation au changement climatique. Je ne sais pas d'où venait le rapport, mais c'est possible que c'était aussi un peu de l'ADEME. Ce qui est aussi important de rappeler, c'est qu'à l'ADEME, on est l'agence de la transition écologique, mais on ne parle pas de tous les sujets de la transition. Il y a des sujets qu'on traite moins, par exemple la biodiversité, il y a l'Office de la biodiversité ou l'eau, il y a les agences de l'eau. Donc pour bien rappeler, en fait, aujourd'hui, ce sur quoi nous, on peut vous aider en tant qu'entreprise, j'ai un peu rappelé les chantiers, ou en tout cas les thématiques clés pour lesquelles on a pas mal de dispositifs adressés aux entreprises pour vous aider. Et tout ce qui est décarbonation et transition énergétique, adaptation au changement climatique, on l'a vu, c'est un sujet qui monte de plus en plus. Économie circulaire, donc là on retrouve aussi, par exemple, pour teindre les produits, etc. Donc éco-conception des produits, gestion des déchets en fin de vie ou transition vers des modèles économiques durables. Tout ce qui est transport et mobilité et aussi rénovation énergétique des bâtiments. Donc ça fait écho avec pas mal des pitchs que vous avez pu entendre. Et rapidement, mais je ne vous présenterai pas, vous pourrez retrouver sur le site, pour dire qu'en fait aujourd'hui à l'ADEME, notre accompagnement il vise avec ces services et sur ces chantiers à pouvoir vous accompagner tout au long d'un parcours en fait de transition où, bon, quel que soit le sujet, par exemple l'adaptation au changement climatique, a priori, vous allez d'abord vouloir vous sensibiliser, ensuite vous situer, faire un diagnostic, vous former ensuite sur la question si besoin, agir et ensuite valoriser vos actions auprès de vos parties prenantes. Et donc aujourd'hui, mais je vous laisserai aller sur le site, mais on a des parcours thématiques, donc pour tous les chantiers que je vous ai indiqués, vous pouvez retrouver en fait des parcours thématiques où sous chacune des étapes où vous êtes, vous retrouvez un peu les diagnostics phares et les dispositifs phares que l'ADEME peut vous proposer pour pouvoir avancer. On a aussi l'année dernière, en 2025, fait un grand tour de France pour rencontrer les entreprises avec le président Sylvain Wasserman. On a rencontré plus de 1300 entreprises et on a fait un petit bouclette des témoignages principaux qui peuvent aussi vous inspirer si vous souhaitez passer à l'action ou voir comment nos dispositifs peuvent être intéressants. Et très rapidement, parce que je ne vais pas prendre trop de temps, mais je fais un focus sur 3 dispositifs qui peuvent être intéressants, notamment pour les startups qui sont dans la salle. Il y en a un tout d'abord, c'est un site internet, c'est une plateforme qui s'appelle Mission Transition Écologique. Je ne sais pas si vous la connaissez. Le principe est très simple. Vous avez un point d'entrée vers toutes les aides de la transition environnementale. Vous rentrez votre numéro de SIRET en fonction de votre taille, de votre activité. Ça vous sort toutes les aides auxquelles vous êtes éligible. Et voilà, ça a le bon goût d'être multi-opérateur. Donc il n'y a pas que les aides de l'ADEME, il y a les aides de la BPI, il y en a d'autres. Donc le site Mission Transition Écologique, c'est vraiment un outil hyper important pour vous. Un autre aussi dispositif qu'on a et qui peut être intéressant pour des startups qui se lancent un peu dans des activités comme celle qu'on a présentée, on opère avec la BPI des diagnostics pour faire des premiers passages à l'action, un diagnostic sur votre bilan d'émissions de gaz à effet de serre, sur vos flux, sur la rénovation de vos bâtiments, un diagnostic sur l'adaptation et la biodiversité. Donc ça, c'est des diagnostics qui peuvent être subventionnés de manière assez conséquente par l'ADEME dans le cadre de programmes notamment on a Pacte Industrie, un programme en cours qui s'appelle Pacte Entreprise. Et donc, si ça vous intéresse en tant que TPE, PME, start-up de faire ces diagnostics-là, eh ben, ils sont subventionnés et c'est vraiment des premiers diagnostics pour mettre le pied à l'étrier et avoir un premier plan d'action sur ces sujets. Et enfin, et peut-être que ça intéressera quelques-unes des entreprises qui ont pitché à l'instant, on a un club ADEME international. Et donc, c'est un club où, en fait, on a des adhérents qui sont un peu des pépites vertes ou des lauréats à qui on a pu déjà attribuer des aides financières et qu'on aide dans leur projet d'export à l'international. Parce que, aujourd'hui, la transition environnementale, c'est un avantage compétitif français. On a beaucoup d'entreprises qui font des choses très intéressantes et qui, à l'international, peuvent intéresser. Et donc, via ce club, vous avez accès à tout un réseau et à des soutiens aussi pour pouvoir vous exporter à l'international. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup Sophie et bravo pour tout ce que vous faites. J'ajoute d'ailleurs que l'ADEME sponsorise l'annuaire national des éco-entreprises du PEX. Je salue nos amis du PEX au fond de la salle et vous pourrez les retrouver leur stand tout à l'heure en haut. Mais avant ça, on va passer donc à notre deuxième partie de pitch. Donc, je vais appeler 4 nouvelles startups à me rejoindre sur scène, en commençant par Ieb Triki, cofondateur et CEO de Cumulus Water. Cumulus, vous développez des générateurs d'eau qui captent l'humidité de l'air pour produire localement de l'eau potable sans plastique ni logistique liée à l'eau.
C'est une technologie qui permet de répondre aux enjeux de raréfaction des ressources hydriques. On peut l'applaudir. Bienvenue, installez-vous. François Lassara, directeur commercial de Lixo. Lixo, vous développez une intelligence artificielle pour caractériser en temps réel les flux de déchets, améliorer la qualité du tri et optimiser les opérations de collecte, de renforcement, de valorisation des déchets. Bienvenue à vous, François. J'appelle également Arnaud Polic, directeur général de REFCO. REFCO, vous décarbonez les industries lourdes via une technologie de captation cryogénique du CO2, sans solvant ni eau, directement à la sortie des cheminées industrielles. Bienvenue, Arnaud. Et enfin, pour apporter une touche féminine à cette deuxième partie, Virginie Palomares. Virginie, vous êtes CEO et cofondatrice de Simul Impact. Vous proposez une plateforme de calcul des impacts économiques, sociaux et environnementaux de projets d'investissement pour orienter les choix des décideurs publics et privés. Bienvenue à vous. Même règle que tout à l'heure, 3 minutes 30. Et je vais commencer par vous, Ieb, pour que vous nous présentiez Cumulus Water. 3 minutes 30, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, chez Cumulus, nous créons de l'eau potable à partir de l'air. On parle de résilience hydrique, on parle d'autonomie en eau. Et donc, du coup, à cette question, imaginez que vous pouvez créer de l'eau là où elle est consommée. Nous, on y a répondu. La bouteille d'eau que vous avez ici, c'est de l'eau qui a été produite aujourd'hui même dans notre bureau. Vous allez le voir, on a plus de 200 machines qui sont déjà déployées, des milliers de personnes qui boivent notre eau. C'est l'air, on absorbe l'air, on condense, on filtre et après on minéralise. Et vous trouvez de l'eau potable de très très bonne qualité, pas de microplastique, beaucoup moins de PFAS que vous allez retrouver dans les autres types d'eau. La vision de Cumulus, c'est une vision décentralisée de l'eau. C'est comme les panneaux photovoltaïques de l'eau finalement. Et donc du coup, on les installe sur les sites, sur les bâtiments, on en crée de l'eau et on les consomme sur place. En termes de business model, on parle de Water as a Service. Et donc du coup, on installe la machine, on fait les changements de filtre, de minéralisateur, on vous fournit aussi vos rapports ESG à la fin de l'année. Donc on gère toute la partie eau pour vous en tant que client. Qui sont nos clients? Nos clients, ça peut être les chantiers. Chaque chantier, un employeur doit fournir 3 litres d'eau par jour aux ouvriers. Et donc du coup, sur les chantiers, naturellement, d'habitude, ils ne sont pas connectés au grid. Et donc nous, on installe nos machines. Et à partir de nos machines-là, on crée ces 3 fois X nombre d'employés à partir de l'air qu'on fournit aux employés. Ça peut être aussi Mayotte, vous allez le voir. Ça peut être les îles comme la Nouvelle-Calédonie. Ça peut être la Guyane. Les endroits où l'eau est très difficile d'accès. Et dans le futur, malheureusement, ça peut être aussi le sud de la France de plus en plus, les îles comme la Sicile qui en souffrent aujourd'hui aussi. Pour Cumulus, c'est 3 valeurs ajoutées pour le client. On est moins cher, il n'y a plus de logistique à gérer, et surtout, la partie CO2, la partie plastique, on les enlève. Après, il y a un autre phénomène qu'on voit de plus en plus, c'est la qualité de l'eau qu'on produit, qui est meilleure pour la santé humaine. On l'a fait, donc ça explique un peu comment ça fonctionne. On prend l'air, on le condense, on le filtre et après on le minéralise. Mais le plus important aussi pour moi, c'est ce qui a été fait par l'équipe en termes de déploiement. On a aujourd'hui plus de 50 clients, parmi les plus grands. Total Energy, Aéroport de Paris, PwC, SEAT. Plus de 51 clients qui ont acheté plus de 200 machines à peu près. Plus de 3000 personnes qui boivent notre eau tous les jours. Plus de 7000 tests qui ont été faits avec nos machines, avec nos équipes R&D. Et on passe à des contrats qui sont de plus en plus importants. Suite au cyclone Chido, nous avons été mis en relation par le SGPI avec les autorités à Mayotte et nous sommes en train maintenant de déployer pour un contrat de 1,5 million d'euros notre technologie à Mayotte. Nous avons signé aussi des contrats de très grande taille avec des B2B, du business. Donc du coup, avec CMA-CGM, on part ensemble en Arabie Saoudite pour déployer notre technologie là-bas. Je passe avec un exemple maintenant. Là, c'est les aéroports de Paris. Ils opèrent 2 aéroports à Tunis. Plus de 300 employés à peu près, 300 ouvriers dans les zones de pic, dans les périodes de pic. 34 000 € de consommation d'eau par an. Là aussi, on a créé des îlots d'eau, comme vous le voyez dans le graphe. Et avec ces îlots-là, on crée de l'eau potable pour les employés. Je finis avec notre gamme de produits qui existe. Donc du coup, on a des machines qui vont de 30 litres par jour à 1000 litres par jour, selon le besoin. Je finis aussi avec le ROI qui est très important, en plus de la partie environnementale. Le ROI, c'est 2-3 ans pour avoir votre retour sur investissement. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup Ileb pour Cumulus. Vous pouvez passer le micro et la zapette à François Lassara pour l'IXO. La parole est à vous. Bonsoir à tous. Alors, avant de vous parler de l'IXO, j'aurais voulu vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez la différence entre ces deux bouteilles en plastique ? Alors, pour la première, elle est issue de PET vierge, donc issue de la pétrochimie et de produits dérivés du pétrole brut. Pour la deuxième, elle est faite à base de PET recyclé et réutilisable. Malheureusement, bien que la fabrication de cette bouteille en PET recyclé émette 79% de CO2 en moins, elle coûte aujourd'hui 66% plus cher. Alors, en France, aujourd'hui, il y a près de 40% des bouteilles PET qui ne sont pas recyclées parce que mal triées. Ce gaspillage représente une perte colossale pour notre économie et augmente drastiquement notre empreinte carbone. Ce constat, malheureusement, ne s'arrête pas aux bouteilles plastiques, mais concerne l'ensemble des déchets valorisés et valorisables. Et cet enjeu en fait, majeur est notamment dû à notre manque de visibilité et d'analyse de la qualité du tri pour comprendre réellement ce qui est collecté. Pendant ce temps-là, les collectivités ont vu leur coût de gestion des déchets augmenter de 27% depuis 2015. Il est vraiment impératif de révolutionner la collecte des déchets pour améliorer la qualité du tri. Donc en 2025, par exemple, l'IXO, nous, on a détecté près de 60 millions de déchets valorisables mal triés. On peut même parler des 7200 bouteilles de protoxyde d'azote qui, pour ce seul type de déchets, représentent une perte de 30 millions d'euros sur l'année pour les collectivités. Donc c'est là qu'intervient l'IXO. L'IXO, c'est une intelligence artificielle au service de l'environnement pour transformer chaque camion de collecte des déchets en camion qui collecte des données primordiales à l'amélioration de la qualité du tri. Concrètement, la combinaison matérielle et intelligence artificielle de la technologie l'IXO permet de détecter en temps réel et automatiquement l'ensemble des déchets collectés. Les données sont ensuite compilées sous forme d'indicateurs activables et sont envoyées immédiatement sur notre plateforme de prise de décision à destination des opérateurs de collecte, opérateurs qui peuvent être privés ou publics. Alors, qu'en est-il des résultats et de l'impact de ces données pour nos utilisateurs? Vous avez ici trois exemples avec trois collectivités très différentes, mais qui partagent finalement le même constat. C'est que la donnée l'IXO a permis et a engendré une amélioration plus que significative de la qualité du tri. On est allé jusqu'à moins 54% de contamination, moins 23% en nombre d'erreurs de tri, et les économies estimées sont de quelques dizaines de milliers d'euros pour des petites collectivités, jusqu'à plusieurs millions d'euros par an pour les métropoles. Alors, en ce qui concerne l'IXO, depuis la commercialisation de l'IXO en 2022, on a connu une croissance relativement fulgurante. Grâce à plus de 550 camions équipés de notre système, aujourd'hui, on analyse près de 200 000 bacs par jour et on couvre près de 14 millions d'habitants. Et je conclue avec une petite phrase. Finalement, donc en moins de 4 ans, notre savoir-faire 100% français et notre technologie brevetée nous ont permis de devenir le leader européen. Et grâce à la technologie l'IXO, la valorisation des déchets n'est plus une théorie, mais une pratique. Voilà. Merci beaucoup François. Merci, bravo à vous. Ça me fait penser d'ailleurs qu'au MEDEF, on s'intéresse beaucoup à l'économie circulaire. On a publié nos propositions pour réformer le système REP. Et donc, toute solution d'efficacité pour améliorer le système est bienvenue. Et donc, ça a laissé le temps à Arnaud de s'installer. Arnaud Polic, vous êtes directeur général de REFCO. Je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous et à tous. Alors, chez REFCO, nous sommes convaincus que la décarbonation est un vrai levier de compétitivité industrielle. La société a été fondée en 2019 après le dépôt d'un premier brevet. En 2025, on a réalisé notre pilote que vous voyez à l'écran de 1000 tonnes de CO2 par an. Et en 2026, on va lancer notre prochaine machine industrielle de 10 000 tonnes de CO2 par an. Notre conviction, c'est qu'il faut des solutions pragmatiques pour les industriels qui ont déjà beaucoup de contraintes
et qu'on ne peut pas laisser pour compte non plus les petits et les moyens émetteurs qui sont disséminés dans nos territoires, car c'est eux qui représentent en fait la majorité de l'enjeu, qui est colossal, rappelé par le GIEC. La captation carbone représente le levier le plus important pour décarboner, et un enjeu colossal au niveau européen, seulement entre 150 millions et 300 millions de tonnes de CO2 à capter. REFCO a choisi la cryogénie, donc la très basse température, pour venir geler le CO2 directement des fumées des industriels. Avec son savoir-faire et son pilote, on a une technologie qui est 100% électrique, qui n'utilise pas de solvant chimique, qui n'utilise pas d'eau, qui est plus facile à mettre en œuvre, qui est moins cher à mettre en œuvre et qui conditionne directement sur site le CO2 sous forme liquide, qui est donc sa forme de transport aujourd'hui sur le marché du CO2, et qui est de qualité alimentaire, qui nous permet de multiplier les usages, que ce soit dans l'agroalimentaire ou d'autres exutoires du CO2. Notre pilote, le voici. Normalement, ça doit lancer le film. Voilà. Donc, c'est une usine de chaux dans le nord de la France, 80 000 tonnes de CO2. Notre pilote est là. On vient piquer les fumées, les aspirer, les sécher, les amener en haut de notre pilote, geler le CO2 en partie haute, séparer la phase solide avec un vortex dans un cyclone, fusionner dans des bains de fusion en bas pour le conditionner en CO2 liquide et le mettre dans des cuves prêtes au transport. Ça nous permet, cette technologie, d'adresser plusieurs segments de marché, aussi bien d'aller capter du CO2 biogénique, qui est issu de chaudières biomasse ou d'incinérateurs, ou du fossile dans la chaux, le ciment, ou de la très haute température, le métal, la verrerie. Nous, notre obsession, c'est de pouvoir fournir une technologie, une gamme de à peu près de 20 000 tonnes à 100 000 tonnes de CO2 par an, qui soit rentable pour l'industriel. Donc, on a une feuille de route pour diminuer la frontière de la taille critique au-delà de laquelle l'investissement est vraiment rentable pour l'industriel. Dans notre feuille de route, on doit en 2026 donc, finaliser une levée de série A de 15 millions d'euros qui va nous permettre de financer la prochaine machine industrielle. Et derrière, dès 2028, pouvoir fournir au marché toute cette gamme d'unités commerciales entre 20 000 tonnes et 100 000 tonnes de CO2 par an. Voilà, chez REFCO, nous, on pense qu'on a en France un écosystème et une vraie opportunité de développer notre filière de décarbonation pour notre compétitivité et pour notre souveraineté. Je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud, bravo. C'est intéressant, on voit qu'on a eu deux solutions finalement de décarbonation des secteurs hard to abate. C'est important, je prends ma casquette MEDEF cette fois-ci, mais on a beaucoup de discussions en ce moment au niveau européen sur l'ETS. Nous, au niveau du MEDEF, on défend vraiment le marché du carbone. C'est très dur parfois de lutter contre nos homologues italiens ou allemands qui sont un peu compliqués en ce moment. En tout cas, nous, on tient bon parce qu'on voit bien que derrière, il y a des marchés, il y a des solutions et il y a de l'innovation et de la création de valeur. Donc, bravo. Virginie, à vous désormais. Vous êtes CEO et cofondatrice de Simul Impact. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de Simul Impact. Simul Impact, on est une jeune entreprise à mission. Notre ambition, c'est de démocratiser le calcul d'impact pour flécher les projets d'investissement vers des projets plus vertueux pour la société et la planète. On est d'ailleurs aussi labellisé Deep Tech. On a, nous aussi, un certain nombre de doctorants au sein de l'équipe. Concrètement, Simul Impact, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme en ligne qui permet de calculer les impacts à venir des projets d'investissement dans les secteurs du BTP et de l'énergie. Quand je parle d'impact ici, je vais parler d'impact à la fois économiques, sociétaux et environnementaux. Pour ce faire, pour nos calculs prédictifs, on s'appuie donc sur des études scientifiques qui vont donc nous permettre de construire des algorithmes de calcul prédictif. Pour vous donner un exemple concret, on va par exemple calculer des accidents de la route évités grâce à la rénovation de l'éclairage public. Autre exemple, des bénéfices en termes de santé mentale liés à la végétalisation de l'espace public. Mais chez Simul Impact, on ne se contente pas de quantifier ces impacts, on va aussi les exprimer en euros. Si je reprends l'exemple que je vous ai donné, des accidents de la route évités, ce sont des coûts de santé publique évités. À quoi ça sert de transformer ces impacts en euros ? Eh bien, ça nous permet tout simplement d'avoir une unité de mesure commune pour parler d'impacts de nature différente et ainsi calculer un retour sur investissement, non pas financier, mais économique, social et environnemental. Nous sommes donc un outil d'aide à la décision. Simul Impact fonctionne en modules correspondant à différents types de projets d'investissement. On a d'abord travaillé sur le sujet de l'éclairage public. Et on vient de sortir un deuxième module en partenariat avec la Caisse des dépôts,
dédié aux projets d'aménagement d'espace public, donc renaturation, piétonisation, pistes cyclables, bref, tout ce qu'on peut faire dans l'espace public. Notre ambition, c'est vraiment de pouvoir ajouter de plus en plus vite des nouveaux modules correspondant à des nouveaux types de projets d'investissement. Prochainement, nous avons prévu de travailler sur des sujets tels que le photovoltaïque, mais aussi la rénovation énergétique des bâtiments qui a été citée tout à l'heure, ou encore la gestion des eaux pluviales. Le principe de la plateforme est assez simple. Sur la gauche, on rentre des informations correspondant aux grands principes, aux grands paramètres en fait, du projet d'investissement. Sur la droite, les impacts sont calculés en temps réel et sont exprimés à la fois en unités physiques, par exemple un nombre d'emplois créés grâce à l'amélioration de l'attractivité commerçante liée au projet de piétonisation d'espace public, donc un nombre d'emplois créés, mais sont aussi exprimés en euros comme le veut donc le principe de la méthode. Nos algorithmes de calcul sont basés sur les études scientifiques dont je vous ai parlé, mais aussi sur des datas géolocalisées qui nous permettent d'avoir des calculs extrêmement précis en fonction du lieu du projet et également, d'un point de vue tech, une IA souveraine. Comment est-ce que l'on est utilisé? À quoi est-ce que l'on sert? Alors nous, on travaille avec des acteurs à la fois publics et privés. Concrètement, on va permettre d'avoir un référentiel unique de l'impact, ce qui est très apprécié vu l'ensemble des sujets à adresser. Deuxièmement, une valeur ajoutée très forte de Simul Impact, c'est la capacité à quantifier des impacts sociétaux liés notamment aux usages des projets. Troisièmement, on va permettre de faciliter la comparaison de scénarios de projets d'investissement, voire de projets entre eux, et donc d'arbitrer évidemment pour les investissements qui seraient les plus utiles à la société et à la planète. Bien sûr, pour les entreprises, on va aussi permettre de se différencier dans les marchés publics. Et pour les acteurs publics, on va également permettre d'avoir des arguments renforcés pour convaincre les élus, par exemple, mais aussi pour améliorer l'acceptabilité du projet auprès de la population. On travaille donc avec un certain nombre d'acteurs et on espère ce soir vous convaincre de rejoindre ces acteurs. Merci à vous. Merci beaucoup Virginie et bravo à vous, bravo à nos 4 intervenants. Donc Yep Tricky pour Cumulus Water, François Lassara pour Lixo, Arnaud Polic pour Refco, Virginie donc pour Simul Impact. Bravo à vous. On atteint quasiment maintenant, on a même dépassé la moitié de notre événement. On aura encore donc 4 startups qui viendront conclure tout à l'heure, mais avant cela, j'aimerais inviter au pupitre Monsieur David Magnier de CDC Biodiversité. Je ne le vois pas. Si, il est là, c'est bon, vous m'avez fait peur. Donc ce n'est pas Marianne Louradour hein, qui malheureusement n'a pas pu être là, mais en tout cas, David, vous allez nous présenter donc, les activités de CDC Biodiversité en matière de soutien des startups, en particulier donc, sur les sujets, et ça va sans dire, de biodiversité. Yes, nickel. Très bien. Et ça, très bien, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. En effet, donc j'ai la chance de représenter Marianne Louradour ce soir, qui est présidente de CDC Biodiversité, qui s'excuse. Merci au MEDEF et à la FFB de nous permettre cette intervention. Alors, je suis accompagné de Joao Pereira da Fonseca, qui est directeur marché et produits et qui vous dira peut-être quelques mots de cette présentation à la fin, en plus des miens. Peut-être quelques mots sur CDC Biodiversité. Donc, nous, on est une filiale à 100% du groupe Caisse des dépôts. On a 2 grands métiers parmi ces 5 activités. 2 grands métiers historiques. Le premier, c'est la restauration d'écosystèmes dégradés sur le terrain. Donc un métier avec des expertises d'écologues, de faunistes, de maîtrise d'ouvrage. Et un deuxième grand métier qui est celui de la mesure d'empreinte écologique, de manière assez large, et ces 2 grands métiers viennent un peu épauler et outiller notre vision d'un sujet environnemental extrêmement précis qui est celui de la biodiversité. Et dans le cadre de nos activités de recherche et développement, on s'est rapproché d'un acteur qui s'appelle Motherbays, qui est un porteur de solutions qui permet de traquer et d'identifier un certain nombre de ces green tech dont la soirée de ce soir, enfin à laquelle la soirée de ce soir est dédiée. Et on a souhaité interroger son modèle pour qu'il puisse nous donner, disons, une vision, une représentation, une cartographie de solutions green tech entièrement dédiées à la nature et singulièrement la biodiversité. En fait, je vois pas le...
Très bien, oui, beaucoup mieux. Donc on a cherché déjà à définir ce que pouvait être un écosystème NatureTech. Vous le savez peut-être, du point de vue de la biodiversité, on traverse actuellement ce qu'on peut appeler une 6e extinction de masse. Et on s'est dit que toute NatureTech pouvait être conceptuellement une solution qui permet de traiter la 6e extinction de masse grâce à des solutions d'évitement, de réduction ou de restauration d'écosystèmes sur le terrain. Et donc, ça nous a permis d'identifier un peu plus de 1000 startups qu'on a désignées comme NatureTech à l'échelle mondiale et de mener un certain nombre d'analyses que vous pourrez retrouver sur notre site. Ces analyses, elles montrent tout d'abord peut-être qu'un des drivers majeurs en termes de solutions dédiées à la biodiversité, c'est le driver réglementaire et également le driver des COP. Alors vous connaissez les COP climat, mais on a aussi des COP qui sont dédiés à la biodiversité tous les 2 ans. Et on a cherché un peu à classifier cet écosystème en prenant des lunettes, nos lunettes d'expertise historique à CDC Biodiversité. On a donc souhaité classifier ça avec des technologies qui permettent soit de donner des informations. Des informations, c'est les data ESG que vous connaissez assez bien et qui sont mobilisées dans les rapports CSRD, les rapports de durabilité, mais aussi l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour former, pour comprendre, pour arriver à appréhender la difficulté de ce que c'est que le sujet économique et l'érosion économique de la biodiversité, enfin l'érosion de la biodiversité et ses conséquences économiques. Des technologies d'évitement, de réduction ou des technologies qui sont directement orientées vers les écosystèmes, donc la restauration de populations d'espèces, la restauration d'habitats ou la restauration de fonctionnalités de certains écosystèmes, fonctionnalités qui sont liées à l'eau, à l'air, à la diversité, l'abondance d'espèces qui permettent de rendre ces services écosystémiques. On a ensuite fait une classification qui permet de faire remonter des donc la NatureTech est un sous-segment des GreenTech et au sein de cette NatureTech, on retrouve un certain nombre de nouveaux sous-segments et parmi ceux-là, tout ce que vous connaissez peut-être déjà, mais des NatureTech entièrement dédiés aux enjeux d'agriculture durable, des NatureTech entièrement dédiés aux enjeux de financement. Peut-être pour vous le rappeler, mais la dernière COP, la COP 15 de Montréal, fixe un objectif de mobilisation de 200 milliards de dollars additionnels de sources privées chaque année pour restaurer 20 à 30% des écosystèmes sur Terre. Objectif qui a d'ailleurs été traduit réglementairement au sein d'une loi européenne il y a 2 ans. Des technologies qui s'intéressent un peu plus aux enjeux de data, l'ADN environnemental, et un certain nombre d'autres types de technologies qui font appel notamment aux satellites, qui permettent un peu de monitorer l'état des écosystèmes à grande échelle et de pouvoir remonter ces informations et un petit peu comme sur le modèle du climat, de pouvoir s'insérer dans des trajectoires qui permettent petit à petit de revenir au sein des limites planétaires en termes de biodiversité. Le dernier étage de cette taxonomie, c'est quel est l'impact direct ou indirect de ces solutions. Est-ce qu'elles visent à plutôt traiter indirectement des facteurs de pression sur la biodiversité ou est-ce qu'elles se rapprochent le plus près possible de l'écosystème en essayant de qualifier ou de cerner très précisément de quoi on parle quand on parle de retour de la biodiversité sur un site ou quand on parle d'évitement d'impact sur la biodiversité, quand on propose une nouvelle solution pouvant être portée par l'une des GreenTech qui ont été présentées tout à l'heure. Voilà ce que ça donne quand on fait un peu un mapping et c'est un peu le premier résultat qui nous a été donné, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un fort driver qui est réglementaire et ce fort driver s'est observé dès 2020-2022 par toutes les technos qui sont surtout centrés sur les enjeux de data. Et le driver, ça a évidemment été la CSRD et l'ensemble des obligations en termes de reporting qui ont nourri et qui continueront de nourrir les rapports de durabilité obligatoires chaque année pour un certain nombre de très grosses entreprises. Qu'est-ce que ça donne en termes de marché? En termes de marché, ça reste une économie extrêmement confidentielle, avec un montant d'investissement pour 1000 startups à l'échelle mondiale qui cumule 9 milliards d'euros. Alors c'est évidemment très peu, mais on a lancé cet observatoire avec notre partenaire pour essayer quand même de
saisir les tendances et commencer à nourrir un peu la culture d'un certain nombre d'investisseurs sur ces sujets biodiversité. Et vous voyez déjà qu'en termes de positionnement, en termes de solutions, les solutions qui cumulent le plus petit montant d'investissement sont les solutions qui, d'une certaine manière, sont les plus tournées sur la réalité de ce que c'est qu'un écosystème avec forte diversité d'espèces et forte abondance d'espèces sur le terrain. Un autre élément, la part française à l'échelle mondiale du financement de start-up dites NatureTech, c'est 17%, avec évidemment une très forte focale européenne. En termes de nombre de startups, cette fois-ci, voilà ce que ça représente quand on s'intéresse aux facteurs de pression sur la biodiversité qui sont traités par les solutions mobilisées par ces NatureTech. Le dernier élément en vert qu'on voit à peine, c'est le 5e facteur de pression, c'est les espèces exotiques envahissantes, donc toute espèce qui vient envahir un écosystème et qui vient concurrencer les espèces natives de cet écosystème jusqu'à l'asphyxier. Et en fait, cet écosystème, à terme, perd un petit peu de sa résilience et des services qu'il est censé produire. Donc voilà, vous voyez également qu'il y a une prépondérance de l'ensemble des enjeux alimentaires au sein de ces NatureTech et que d'une certaine manière, le nombre de startups qui sont uniquement dédiées à l'évitement sont assez faibles. Alors l'inverse de ce chiffre-là, c'est que c'est prépondérant en termes de montant d'investissement, notamment avec comme driver la viande végétale. Et tout ça pour vous dire, et je vais laisser la parole très rapidement à Joao, tout ça pour vous dire que cet écosystème de solutions dont on vient de parler, il permet, lorsque ces solutions sont utilisées, investies par des investisseurs, il peut être monitoré de manière plus ou moins sensible et s'insérer dans le résultat de certains des outils dont Joao a la charge. Merci beaucoup David. Bonsoir à tous. Donc oui, Marianne, que l'on remplace ensemble ce soir, m'a aussi demandé de faire un focus sur les marchés émergents en termes de biodiversité et les produits que l'on peut développer, mais qu'on accompagne aussi chez CDC Biodiversité. Parce qu'on a, comme David le disait, ce positionnement un peu unique en tant que bras armé de la Caisse des dépôts sur les sujets biodiversité, d'être non seulement des déployeurs d'outils, mais des développeurs d'outils, des ouvreurs de marché et des créateurs de cadres pour que l'ensemble des acteurs économiques puissent s'inscrire dedans. Et donc, on a vraiment cette volonté de générer des démarches collectives et de travailler non seulement avec des acteurs individuels, mais avec des filières et avec des collectifs pour faire bouger les choses de manière concertée. Là où on voit que souvent les acteurs individuels ont du mal parfois à faire bouger les choses tant qu'il n'y a pas de démarche collective. Là-dessus, on avait deux choses que l'on voudrait, ou en tout cas deux approches que l'on voudrait un petit peu mettre en valeur. La première qui est l'approche très empreinte globale, donc là c'est la présentation de l'outil que l'on développe, qui est un peu le bilan carbone de la biodiversité. Mais l'enjeu pour moi n'est pas forcément de parler de l'outil en lui-même, mais de la démarche qu'il porte. Aujourd'hui, ce bilan carbone de la biodiversité, il est nécessaire parce que le sujet nature est un sujet qui est très large. On a différents facteurs de pression qui exercent sur la biodiversité. Le climat n'est qu'une infime partie finalement. C'est 1/5 des pressions qui s'exercent sur les écosystèmes naturels et donc 1/5 des enjeux environnementaux aujourd'hui. Et donc les entreprises peuvent se situer par rapport à un cadre avec cet outil qui leur permet d'une part, par exemple, de diriger leur action, accompagner la traçabilité de leur chaîne de valeur. Donc par exemple, je prends des exemples du bâtiment, vu qu'on est chez la FFB, je choisis un matériau de construction. Évidemment, j'ai potentiellement des dizaines d'indicateurs environnementaux que je peux choisir avec une approche nature, une approche globale qui prend en compte l'ensemble des pressions qui s'exercent sur la nature. Je peux avoir une vision concrète et donc regarder, est-ce que sur ce matériau, c'est le carbone qui est majoritaire? Est-ce que ce sont les pollutions? Est-ce que c'est l'introduction d'espèces exotiques envahissantes? Est-ce que c'est l'extraction de ressources?
Et donc ce cadre, il permet vraiment d'avoir une vision exhaustive et donc de prioriser. Ensuite, on a besoin de prendre des décisions face à des antagonismes environnementaux et notamment, par exemple, quand on parle de biomasse. La biomasse, c'est souvent une bonne idée du point de vue carbone, mais d'un point de vue ressources, c'est une mauvaise idée. Et donc, en fait, il faut quelque chose qui nous permette de prendre les bonnes décisions et puis de savoir, c'est pas dire non à la biomasse, mais c'est dire quelle biomasse. Comment est-ce que j'intègre des enjeux environnementaux, comment est-ce que j'intègre l'ensemble de ces éléments dans ma prise de décision pour faire en sorte que ce soit quelque chose, d'intégrer les limites environnementales dans mes trajectoires d'entreprise. Et je passerai rapidement sur la même chose, mais à l'échelle très locale. Et ça, c'est pareil, encore un outil qui peut être caractérisé comme Nature Tech. Donc, en fait, c'est la combinaison d'imagerie satellite, de mesures terrain et d'autres types d'indicateurs pour transformer la façon dont on pense nos villes, dans la façon dont on conçoit des projets d'aménagement et pour vraiment venir jouer avec la nature et pas contre la nature. Et je pense que le message global que l'on voudrait faire passer avec ces deux outils, c'est vraiment ce besoin de démarche holistique et de prendre en compte le fait que la nature, elle est partout, c'est la base de tout, c'est la source de nos ressources, c'est un régulateur climatique, c'est un régulateur de risque, c'est aussi l'environnement de vie, donc c'est lié à la santé, c'est lié au cadre de vie, au bien-être, et que intégrer pleinement la nature dans les modèles économiques des entreprises, c'est le seul moyen de garantir que ces modèles économiques sont pérennes et que dans 20 ans, ils pourront encore être tenables face aux différentes crises auxquelles nous faisons face. Merci Joao, merci David, et bravo à CDC Biodiversité pour tout ce que vous faites et surtout l'apport que vous donnez aux entreprises françaises. Ça me fait penser d'ailleurs, et vous allez croire que je fais que la pub du MEDEF aujourd'hui, mais sachez que la semaine prochaine, mercredi, on organise un petit déjeuner pour présenter notre nouveau guide sur le financement de la biodiversité, justement. Il y a 700 milliards d'euros de dollars à investir au niveau mondial dans la biodiversité, donc les entreprises aussi peuvent avoir leur part et surtout leur retour sur investissement. Mais on est pile dans les temps pour notre dernière ligne droite. On va accueillir donc maintenant nos 4 dernières startups. Restez concentrés, c'est peut-être parmi elles que se trouvera le coup de cœur du public. En tout cas, donc, je vais appeler David Cujas, cofondateur et directeur général de Tardigrade AI, une solution qui transforme les aléas climatiques en indicateurs financiers exploitables pour les entreprises. Pierre Guiton, fondateur et CEO de Tecoya. Tecoya, vous concevez et fabriquez en France des filtres et purificateurs d'air très basse consommation afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur et de protéger notre santé, tout en réduisant l'empreinte environnementale des bâtiments. Superbe. Arnaud Dedieu également. Arnaud, vous êtes cofondateur et directeur business développement de Walter. Vous développez des solutions de suivi des émissions en temps réel et à haute résolution pour aider les entreprises à transformer la contrainte environnementale en levier de performance et accélérer ainsi à leur trajectoire net zero. Et enfin, Julien Fléchard. Julien, vous êtes vice-président business de Woodoo. Vous transformez le bois à l'échelle moléculaire afin de produire un matériau de construction durable et compétitif en utilisant des essences locales et sous-valorisées. C'est un matériau biosourcé qui offre une alternative à l'aluminium, au béton et à l'acier. Bienvenue à vous. En plus, c'est génial, j'adore quand vous apportez des échantillons. C'est concret. Et on va commencer par vous, David. Donc pour Tardigrade AI, 3 minutes 30, le chrono est devant vous. Tardigrade AI, chez nous, en fait, on a un constat qui est relativement simple, c'est que le climat, c'est plus un sujet de RSE, c'est un sujet de continuité d'activité, de performance économique, d'assurabilité, de valorisation des actifs. Et en fait, dans ce contexte-là, le problème qu'on voit, c'est que de nombreuses entreprises savent qu'elles sont exposées, mais elles ne savent pas comment prioriser les mesures d'adaptation à mettre en place, principalement parce qu'elles ne savent pas les chiffrer. Et donc notre rôle en fait chez Tardigrade, c'est de transformer en fait ce risque climatique physique en indicateur financier concret pour pouvoir agir de manière très opérationnelle. C'est le bouton de droite, je crois. Ouais, c'est ça. Alors,
Et là, j'appuie sur le bouton de droite également. Merci. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit une plateforme SaaS qui va offrir de manière extrêmement granulaire, hyper locale, mondiale, multi-aléa, basée sur des jumeaux numériques de terrain, notamment pour les périls d'inondation par ruissellement, en utilisant les données les plus récentes qui existent, et en fournissant également des systèmes d'alerte météo anticipés pour protéger les biens, les personnes et évidemment les interruptions d'activité. Mais en fait, notre vraie différence, c'est qu'on ne s'arrête pas à la cartographie des risques, mais on les traduit en impact financier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, on aide nos clients non seulement à dire combien de centimètres d'eau ils vont avoir ou quelle température ils vont connaître à un horizon de temps, mais surtout, on leur dit combien ça coûte, comment ils doivent prioriser et où ils doivent investir. Le cœur de notre proposition, c'est précisément ça, c'est de partir en fait des projections climatiques pour pouvoir intégrer des fonctions de dommages et des fonctions d'interruption avec un certain nombre de données économiques. Donc on ne dit pas simplement il va faire plus chaud, mais précisément qu'est-ce que ça va changer. Et qu'est-ce que ça va changer en termes de quoi? En termes de coûts de sinistre, en termes de perte d'exploitation, en termes de baisse de productivité, de hausse de coûts d'énergie, et on s'intéresse éminemment à tous les enjeux liés à l'assurabilité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les assureurs aujourd'hui augmentent les primes, augmentent les franchises, voire désassurent. Et puis on a évidemment un impact très important sur la qualité de vie au travail. Et donc, cette approche, elle permet derrière de piloter vos indicateurs de résilience en mesurant des pertes opérationnelles, des dommages estimés, un coût de l'inaction climatique, et on aide en fait à passer d'une adaptation subie à une adaptation pilotée. Nos références là, depuis quelques années, elles sont en France, elles sont à l'étranger, elles sont cross-industrie. Et qu'est-ce que ça montre en fait? C'est que le climat, il ne connaît pas de secteur, il ne connaît pas de géographie, et on adresse bien l'ensemble de ce paysage en apportant une lecture financière à un risque. Et donc je terminerai en partageant notre conviction, c'est celle qui dit qu'investir dans la résilience aujourd'hui n'a jamais été aussi simple et que de ne pas le faire n'a jamais été aussi risqué. Et je vous invite à nous retrouver dans quelques minutes là-haut, et je serai ravi de vous présenter comment ça marche de manière super concrète. À tout à l'heure. Merci beaucoup David et bravo à vous. Vous pouvez maintenant passer la zapette et le micro ou le pupitre comme vous voulez à Pierre Guiton pour Tekoya. Allô. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Guiton, je suis un des fondateurs de Tekoya, qui est une entreprise créée il y a déjà 11 ans. Néanmoins, on pense encore être une start-up, vous allez comprendre pourquoi à la fin. Qui fabrique des purificateurs d'air et des filtres. Notre mission, c'est d'améliorer la qualité de l'air que nous respirons dans les bâtiments sans en augmenter l'empreinte carbone. Et vous verrez également à la fin qu'on arrive même à baisser l'empreinte carbone. On assemble, teste et expédie dans notre usine en France plus de 50 000 produits jusqu'à présent, 70% à l'export, essentiellement en Asie. Voilà. Et notre savoir-faire, notre particularité, nos brevets, notre cœur de métier, c'est de maîtriser les phénomènes électrostatiques pour éliminer les particules qui flottent dans l'air, des particules, quelle que soit leur nature. On a commencé par cette gamme de purificateurs d'air pour les particuliers, pour la maison et la voiture. On a poursuivi avec des appareils de mesure de la qualité de l'air intérieur. Et fruit de 10 ans de travail, on a lancé une technologie dite de e-filtration qui est intégrée dans ce purificateur d'air ainsi que dans ce filtre d'air pour ventilation de bâtiments qui a été intégré dans les chambres du village olympique 2024. Et cette technologie de e-filtration, aujourd'hui, on travaille à la mettre à l'échelle pour l'intégrer dans les systèmes de ventilation des bâtiments tertiaires et de l'industrie. Alors il faut savoir que les filtres de la ventilation des bâtiments, ça représente environ 5% de la consommation d'énergie d'un bâtiment.
parce que c'est de la consommation d'énergie fatale d'un machin qui freine l'air, de l'air qu'on essaie de faire entrer dans le bâtiment pour réduire le CO2 et l'humidité de ces bâtiments. Et en fait, c'est mine de rien, ça représente 5% de cette consommation. Et nous, avec notre e-filtration, en fait, on filtre mieux que les filtres conventionnels, sans difficulté d'intégration parce que c'est le même encombrement. On peut même équiper des systèmes existants et on réduit de 90% ce qu'on appelle les pertes de charge et en fait la consommation d'énergie du ventilateur induite par la présence de ces filtres. Donc voilà, donc à gauche 90% économie d'énergie, au milieu économie de matière parce que nos filtres sont nettoyables et pas jetables, et au bilan une empreinte carbone qui est réduite d'environ 90% sur ce poste filtre de ventilation, et avec un temps de retour sur investissement qui est autour de 2 ans en fonction du coût local de l'énergie. Et puis, pour finir, je ne résiste pas au plaisir, et en plus j'ai le temps de vous dire qu'on ne lâche pas le marché des purificateurs d'air pour autant, et que cette technologie d'e-filtration, on compte bien en 2027 la lancer dans ce purificateur d'air puissant, super fin, ultra silencieux, et qu'on trouve très beau. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Pierre, des idées d'ameublement effectivement. Pourquoi pas pour joindre l'utile à l'agréable. On accueille maintenant Arnaud Dedieu, cofondateur et directeur business développement de Walter. Bonjour à tous, Arnaud Dedieu, enchanté d'être ici parmi vous. Effectivement, je vais vous parler de réduction d'émissions. Notre mission chez Walter, c'est d'aider nos clients à réduire leurs émissions. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des freins importants actuellement pour vous, entreprises, et aussi pour les entités publiques, pour réduire les émissions à la fois de gaz à effet de serre pour l'impact climat, mais aussi des émissions de polluants de l'air, l'impact santé. Ces freins, ils sont de 3 ordres. Il y a à la fois le coût. En fait, les entreprises voient ça comme un coût supplémentaire, et donc ça ralentit en fait le passage à l'échelle de solutions de décarbonation. Ensuite, souvent, les mesures qui sont faites sur la réduction des émissions et les efforts qui sont faits sont déclaratifs et donc en fait ne reflètent pas vraiment la réalité. Et enfin, il est difficile de s'améliorer. C'est parfois, effectivement, il y a un manque de connaissances sur les solutions et il est difficile de passer à l'action. Alors chez Walter, on a créé une solution qui s'appelle Emission Tracker, qui va combiner à la fois un système de mesure, donc de la technologie, mais également on va mettre l'humain au centre en intégrant les process métiers. Nos data vont aller intégrer les process métiers pour optimiser les opérations. Et ensuite, on va également travailler avec nos clients le modèle économique, à savoir comment on peut valoriser ces émissions et les monétiser. Voilà, donc là, vous avez le système sol, j'en reviens. Donc ça, c'est un système qui permet de mesurer et quantifier les émissions au sol, par exemple les émissions en sortie de réacteurs d'avion, cheminées de bateaux à distance, etc. Et on va pouvoir quantifier ça de manière très fine, aussi en sortie de cheminée d'usine. Ensuite, vous avez la version satellitaire. En fait, tout le back-office, donc tous les traitements algorithmiques sont les mêmes, mais là, on va utiliser les satellites européens pour aller quantifier les émissions et également détecter les hotspots d'émissions, c'est-à-dire les causes, d'où viennent les émissions pour agir là où ça compte. D'accord ? Au niveau des cas d'usage et des valeurs d'usage, on aime bien dire, vous les avez ici, c'est des cas très concrets. Pour l'instant, on travaille avec les aéroports et les ports à réduire l'utilisation des moteurs au sol. On va suivre un avion de l'atterrissage jusqu'au parking, jusqu'au redécollage, et on va aller suivre l'utilisation des moteurs et quantifier les émissions associées. Et on va faire des alertes aux pilotes et aux handlers au sol afin d'optimiser les opérations et l'utilisation des moteurs. On va également travailler sur les industries. On va donc sur la détection des émissions sorties de cheminée et aussi des fuites de méthane. Et enfin, on a aussi travaillé avec les banques sur le suivi des prêts impact et des émissions en fait, associées à ces prêts. Voilà. Et enfin, on travaille également avec les villes et territoires sur les inventaires d'émissions pour faire ça dans le temps politique et ainsi que ça corresponde à la réalité terrain.
Les bénéfices pour nos clients, j'en ai déjà beaucoup parlé. Vous avez la liste ici des différents clients que l'on a. On est déjà positionné très fortement en France, mais là, on démarre également à l'international, notamment sur la partie aéroportuaire. Et pour vous donner un exemple très concret des gains qu'on peut faire à nos clients, sur les aéroports, on peut réduire jusqu'à 20 minutes l'utilisation de moteurs par rotation, c'est-à-dire un avion qui va au parking et qui entre l'atterrissage et le redécollage, et ça fait économiser 70 € de fuel et 220 kg de CO2. J'en ai fini, je serai heureux de vous voir en haut pour en discuter sur certaines diagonales que vous avez vues. Bravo, effectivement, une solution qui permet de décarboner l'aérien tout en réalisant des économies. Et on va finir donc par notre dernière intervention. J'allais dire qui envoie du bois, mais c'est trop facile. Et puis vous allez dire le contraire. Julien Fléchard, vice-président business de Woodoo. Bonsoir à tous. C'est bon. Je suis votre dernière étape avant le cocktail, donc j'espère que ça va bien se passer. Ah mince, désolé, faux espoir. Chez Woodoo, nous, on transforme un matériau de construction ancestral, sous-utilisé, qui est du bois, pour en faire le matériau de construction moderne. Et ce matériau, c'est du bois augmenté. C'est ce matériau-là. Ce matériau, il a vocation à aller remplacer des matériaux très émissifs, comme du béton armé précontraint, la charpente métallique ou de l'aluminium, dans la construction. Le bois qu'on produit, on l'appelle stack. Si vous venez voir tout à l'heure au stand, vous comprendrez pourquoi on l'appelle stack. Et il présente différents avantages. Le premier, c'est qu'il est mécaniquement ultra performant. En fait, ce matériau, il a la capacité porteuse en compression équivalente à 5 fois celle du béton armé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand vous faites un bâtiment industriel, un data center, vous êtes capable de créer des poteaux avec ce matériau qui sont plus fins que les bétons ultra résistants. Deuxième intérêt, c'est que c'est un matériau qui est pérenne et durable. Ça veut dire que si je le mets dehors, si je le mets sous la pluie, il ne va pas gonfler, il ne va pas changer de couleur et il ne va pas être attaqué par les champignons et par les termites et autres petites bêtes qui peuvent éroder. Ensuite, c'est un matériau qui reste malgré tout 100% biosourcé. C'est-à-dire que c'est un matériau qui reste du bois, qui reste produit par des composants naturels. Et enfin, parce que c'est très important, c'est un matériau qui va être compétitif, c'est-à-dire à iso-coût, voire meilleur en prix, que les matériaux qu'il va remplacer dans les usages qu'on va vous expliquer juste après. Ce matériau, ce n'est pas de l'alchimie, ce n'est pas de la magie. Pour le produire, on a un processus industriel breveté, qu'on a déjà mis en œuvre à l'occasion de plusieurs bâtiments, qui consiste à aller prendre un matériau, un plaquage de peuplier. Alors c'est quelque chose que vous connaissez, le plaquage de peuplier, vous en avez tous régulièrement chez vous pour les boîtes à camembert. Et bien ces boîtes à camembert, on va les transformer en structure profondément. C'est-à-dire qu'on va les prendre, ces plaquages, on va les imbiber d'un liant biosourcé et on va les faire une modification au niveau cellulaire pour le densifier et retirer la lignine. Et en faisant ça, on obtient un matériau qui devient ultra dense. Pour vous donner un ordre de comparaison, on part de peuplier à 400 kg au mètre cube et on arrive à ce matériau-là à 1 tonne 100. C'est du bois qui coule. On ne fait pas de bateau avec celui-là. Et donc on obtient notre matériau ultra densifié. Aujourd'hui, il est utilisé pour 4 types d'applications. C'est là où il va être pertinent. La première application, c'est pour faire les brises-soleil. Les brises-soleil, quelque part, tout à l'heure, Patrick Martin m'a fait une introduction parfaite pour le décret tertiaire. C'est ce qui va servir à diminuer le besoin de climatisation à cause des apports solaires. Il va être utilisé aussi pour faire des plattelages. Ça, c'est ce que vous voyez sur les terrasses. Il va remplacer les bois composites classiques. Il va être utilisé pour faire du bardage et éviter d'avoir des métaux à apparence bois. Mais surtout, il va être utilisé pour la structure, pour remplacer des poteaux et des poutres en béton armé précontrainte ou la charpente métallique, très émissive, et utiliser ce matériau qui est bas carbone. Chez Woodoo, notre mission et notre ambition, c'est de créer le matériau bois de référence pour la construction bas carbone. Merci. Bravo, bravo Julien. Merci à vous. Et bravo à ces 4
innovateurs, start-upers que vous pourrez donc vous pourrez les retrouver tout à l'heure au rez-de-chaussée, enfin à l'étage, pour notre cocktail. Donc c'est le moment maintenant que vous attendez tous. Alors non, c'est pas le cocktail, justement, bientôt. C'est le moment de voter pour votre start-up coup de cœur. Donc vous avez la liste des start-up sur votre flyer. Vous avez le QR code qui s'affiche derrière moi. Vous avez le code du Wi-Fi pour vous connecter au Wi-Fi et donc accéder au QR code. Ça laisse le temps à Jean-Luc de nous rejoindre sur scène. Jean-Luc Brossard, coprésident de la commission numérique et innovation du MEDEF. Jean-Luc, tu as la charge de clôturer cette soirée et surtout de remettre le prix du coup de cœur du public. On va peut-être attendre quelques minutes le temps que chacun puisse voter. Alors, je suis jaloux parce que moi je ne peux même pas voter. Je vais parler en même temps. Mais Jean-Luc, tu peux peut-être nous présenter la commission numérique et innovation du MEDEF. Voilà. On va te remettre ta petite enveloppe donc, comme aux Oscars. Voilà, cette fois-ci, je suis vraiment la dernière étape avant le cocktail. Je voudrais remercier tout le monde pour cette soirée qui était très riche, en particulier les 12 startups avec des sujets complètement divers. Transformation de matériaux pour une diminution de notre empreinte carbone, décarbonation de l'industrie et en particulier de l'industrie lourde, beaucoup d'intelligence artificielle avec l'utilisation de l'IA, des données pour les études d'impact, des générateurs d'eau potable, de la filtration pour de la qualité de l'air, du bois décarboné, donc plein de sujets qui sont très intéressants. Donc je remercie bien sûr toutes les équipes et puis notre animateur, Jean-Baptiste Léger. Merci Jean-Baptiste, très belle performance. Mais également de l'équipe de la commission innovation numérique et de la commission énergie et impact climat. Donc Gérald Kenalian et Nadelja Debreva qui sont au premier rang et qui ont utilisé, donc merci pour eux. Et bien sûr, toutes les équipes et permanents des commissions. Je vois Patrick qui est ici, donc, dont en particulier donc, innovation numérique, dont j'assure la coprésidence avec Virginie Fauvel, mais aussi la commission, bien sûr, climat-énergie. Donc c'est important au niveau du MEDEF, il faut savoir que l'innovation, en particulier l'innovation de rupture, est quelque chose de fondamental pour nous parce que la compétitivité des entreprises passera par cette innovation de rupture. Donc le MEDEF a décidé d'accompagner, d'avoir une action forte en fait pour accompagner l'innovation. Donc c'est pour ça qu'on a regroupé les deux commissions innovation et numérique et qu'on veut être un soutien à la recherche, un soutien à la formation. Ce qui est très important, c'est d'amener nos équipes à se former, un soutien au partenariat public-privé, en particulier à la recherche partenariale. Et on travaille beaucoup en particulier sur le déploiement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour ceux qui ont eu la chance, j'allais dire comme moi, mais d'aller au GITEX ou d'aller au CES de Las Vegas, on a vu que l'intelligence artificielle, maintenant, c'est plus des mots, c'est des actes. Et c'est passé réellement à une application produit qui est très significative. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir accompagner les entreprises, accompagner pour qu'elles l'utilisent mieux, qu'elles l'utilisent plus, mais accompagner aussi avec les soucis que ça peut générer, et en particulier la cybersécurité sur laquelle on travaille beaucoup au niveau de la commission. Notre rôle, c'est de favoriser ces développements, favoriser cette dynamique de l'innovation et pour ça, soutenir bien sûr toutes les aides publiques. On est fortement défenseur du crédit d'impôt recherche. On ne veut pas que ça soit touché. Donc on a réussi à le sanctuariser, si je peux dire, un petit peu, mais sanctuariser sur la base de ce qui restait encore au niveau du budget 2026. Mais on va avoir un budget en 2027 à discuter très rapidement. Et il faut absolument qu'on ait la possibilité d'avoir d'un crédit d'impôt recherche, un écosystème qui est soutenu. Écosystème, c'est les pôles, les Carnot, les SAT, tout l'ensemble des gens qui sont amenés à aider en fait à ce développement de recherche et à participer à la recherche partenariale. Et donc ce soutien à l'écosystème est fondamental. Et on défend, comme le défendent les autres, on défend en fait ce qu'on appelle un France 2040 après le France 2030, il va falloir absolument que la France, si elle veut reprendre en fait un leadership, le leadership économique, comme le disait un accompagnant qui avait vu, c'est que le leadership technologique en fait amène le leadership économique. Donc il faut absolument qu'on retrouve un leadership technologique et c'est pour ça qu'il faut travailler aussi avec bien sûr ce qu'on voit sur les difficultés. Ça y est, tout le monde a voté, bravo. Donc, quelque chose qui est fondamental.
On l'a dit tout à l'heure, et Patrick Martin l'a dit en introduction, c'était la 4e soirée tech du MEDEF. Donc 4e soirée tech du MEDEF. Donc il y en aura une 5e. Donc et je suis bien placé pour la représenter, parce que ça sera sur la mobilité. Donc comme vous voyez, j'ai encore quelques difficultés, mais ça va se régler. Donc on aura une soirée sur la mobilité qui est prévue mi-juin. On peut le dire, on va préciser la date, donc juste avant Vivatech, pour introduire Vivatech. Non, c'est pas vrai, Vivatech est un événement plus important que les événements du MEDEF, mais on va le faire mi-juin. Et il ne faudra pas oublier aussi de venir à la REFNUM, la REF numérique, qui a lieu bientôt, qui a lieu le 25 mars, et ce qui est sur la thématique de l'intelligence artificielle et des emplois. Donc maintenant, je vais découvrir avec vous quelle est la start-up. Bon, j'ai du mal, excusez-moi. En fait, c'est la première fois que je sors depuis 6 semaines. Donc, on va découvrir la start-up. La start-up qui a gagné, donc, c'est Cumulus. Donc, on va demander Ied Tricky s'il peut revenir sur scène. Donc, générateur d'air qui a permis en fait de générer à partir de l'air de l'eau potable, quelque chose qui en plus va aider en fait l'ensemble du développement autre lac de nos technologies. Partout on a besoin d'eau et merci beaucoup. Est-ce qu'on fait une photo peut-être avec Restez sur scène, oui, parce que je vais inviter tous les pitchers, tous les représentants des startups de venir sur scène. On a fait la place justement pour notre dernière photo de famille. Ouais. Et à l'issue de l'événement, donc le cocktail sera servi dans le hall d'entrée. Vous pourrez retrouver vos startups préférées, discuter avec elles. Si vous voulez aller voir le match, il est encore temps, mais restez ici. Et bravo à tous, en tout cas, et à toutes. Et merci encore une fois à toute l'équipe organisatrice du MEDEF et à la FFB qui nous accueille. Bravo. C'est magnifique de finir la journée comme ça. Toute la journée, on entend les problèmes des entreprises, les difficultés politiques, économiques, et de finir pour démontrer que les entreprises sont la solution. Moi, ça me booste. Merci beaucoup et bravo à tous. Ça va ? Je te rends le...